En France, derrière le mot retraite se cache une véritable bombe à retardement. Un système complexe, des règles qui changent tout le temps. Est-ce qu'il faut reculer l'âge légal qui est aujourd'hui à 62 ans? Je ne crois pas. Progressivement décaler l'âge jusqu'à 65 ans. Et surtout, des conséquences énormes sur nos vies. Pourtant, selon les études, un Français sur deux ne comprend pas bien comment fonctionne notre système. Alors posez-vous la question, est-ce que vous en faites partie? Est-ce que vous savez vraiment sur quoi repose votre future pension? Eh bien, nous sommes allés chercher les réponses pour vous. Aujourd'hui, on s'attaque à un pilier de notre modèle social, la retraite par répartition. Alors dit comme ça peut sembler un peu aride, je vous l'accorde, mais restez bien jusqu'à la fin, on a préparé des exemples pour bien tout illustrer, afin que vous puissiez tout comprendre, et comprendre, c'est anticiper. On va remonter dans le temps ensemble pour comprendre d'où vient ce système, pourquoi il a été choisi en France et comment il fonctionne en profondeur, ainsi que les grandes réformes qui l'ont modifié au fil du temps. On va également essayer de comprendre quelles sont ses limites actuelles, démographie, équilibre financier, comment cela marche. Et puis petit plus, pour ceux qui restent jusqu'à la fin de la vidéo, on va comparer le système de répartition à ce qu'on appelle la retraite par capitalisation. Vous allez donc sortir de cette vidéo avec une vision claire, structurée et peut-être même quelques pistes pour mieux préparer votre avenir. Avant 1945, la retraite telle qu'on la connaît aujourd'hui n'existait pas. Il y avait bien quelques systèmes de secours, mais rien de vraiment généralisé. Et pour beaucoup de Français, l'espérance de vie dépassait à peine l'âge de départ à la retraite. Pour ceux qui ne pouvaient plus travailler, ils comptaient tout simplement sur leur famille. On vivait avec ses enfants ou on survivait avec une petite rente agricole quand il y en avait une. Mais tout bascule après la Seconde Guerre mondiale. Le pays est détruit, les solidarités se reforment et l'État veut reconstruire sur des bases nouvelles. C'est dans ce contexte qu'est créée d'abord la sécurité sociale en 1945, puis la fameuse retraite par répartition en 1946. Un système fondé sur un principe simple, la solidarité intergénérationnelle. Les actifs paient pour les retraités. Ceux qui travaillent financent les pensions de ceux qui ont travaillé avant eux. Et demain, les actifs de la génération suivante financeront vos propres retraites. Alors, pourquoi avoir choisi ce modèle? Eh bien d'abord parce qu'à l'époque, la France est jeune. Il y a peu de retraités, beaucoup d'actifs. Le plein emploi est là, on n'a pas l'angoisse du vieillissement démographique. Et surtout, on veut que les gens aient une pension immédiatement, alors que les caisses sont totalement vides après la guerre. On ne peut pas se permettre d'attendre 40 ans qu'un capital se constitue, on a besoin d'un système opérationnel tout de suite. C'est donc un choix à la fois économique, mais également pragmatique. Et ce choix, il va façonner toute notre logique sociale pour les 80 années qui vont suivre. Aujourd'hui encore, le système de répartition est le socle de la retraite en France. Il concerne environ 96% des retraités et pourtant, il est extrêmement souvent mal compris. Alors pourquoi je dis ça? Un petit peu comme la cigale et la fourmi, on a l'impression qu'on met de côté pour soi-même finalement, qu'on cotise et puis qu'on récupère ce qu'on a mis de côté. Mais non, ce que vous cotisez aujourd'hui est en fait dépensé instantanément pour payer les pensions des retraités actuels. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut impérativement comprendre dans ce système. Votre retraite à vous dépendra de la capacité des actifs futurs à cotiser à leur tour. Et donc, de leur nombre, de leur emploi, de leur niveau de salaire, de leur taux de cotisation. C'est à la fois la beauté et la fragilité du système. Il y a un nombre d'inconnus énorme. Alors, comment fonctionne concrètement notre système de retraite par répartition? Eh bien, derrière le mot répartition, il y a en fait une architecture avec plusieurs étages. Il y a notamment 3 grandes familles de régimes. Le premier, c'est le fameux régime général. C'est celui qui concerne la majorité des salariés du secteur privé et il est géré par ce qu'on appelle la CARSAT, l'assurance retraite. C'est notamment là que vous allez valider les fameux trimestres. Deuxièmement, vous avez les régimes complémentaires obligatoires avec notamment le premier que quasiment tout le monde connaît, l'Agirc-Arrco. Alors là, on ne parle plus en trimestre, on parle en points. Ces régimes sont obligatoires, mais ils sont gérés par les partenaires sociaux. Enfin, les fameux régimes spéciaux, donc là vous avez tous en tête, les fonctionnaires, les agents de la SNCF, de la RATP, des marins, etc. Ces régimes ont longtemps bénéficié de règles différentes, la plupart du temps des âges de départ plus bas ou des calculs plus avantageux, même s'ils tendent aujourd'hui à se rapprocher de plus en plus du régime général. Alors on rentre maintenant dans les mécanismes techniques du fonctionnement de la retraite. Sur le régime de base, pour partir avec une retraite à taux plein, il vous faut 2 conditions. Un certain nombre de trimestres cotisés et un âge minimum légal. Depuis la réforme de 2023, l'âge légal est fixé désormais à 64 ans pour les générations nées à partir de 1968 et le nombre de trimestres requis est de 172, soit 43 années
de cotisation. Mais attention, si vous partez avant d'avoir acquis le nombre de trimestres requis, vous subirez une décote. Partir à 64 ans, l'âge légal de départ à la retraite, ne vous garantit pas de ne pas avoir de décote. À l'inverse, si vous avez plus de trimestres que nécessaire et que vous partez plus tard, eh bien vous pouvez bénéficier d'une surcote. Côté Agirc Arrco, c'est un petit peu différent. On accumule chaque année des points. Ces points sont calculés en fonction des cotisations que vous versez. Et à la retraite, on fait un calcul simple. On multiplie votre nombre de points par la valeur de service du point. Terme un petit peu barbare pour dire en fait quels sont les droits que vous ouvre chaque point afin de déterminer votre pension complémentaire. Alors, prenons ensemble un exemple pour mettre tout ça en chiffres. Prenons Emma, 30 ans, salariée dans une entreprise privée qui a un salaire brut de 3 000 € par mois, soit 36 000 € brut par an. Chaque mois, environ 800 € sont prélevés pour la retraite, répartis entre la portion salariale et la portion patronale, et les retraites de base et le régime complémentaire. Attention, comme on l'a indiqué, cet argent n'est pas placé sur un compte au nom d'Emma. Il est immédiatement utilisé pour payer les pensions actuelles. Mais en échange de ces cotisations, elle valide des droits. Elle obtient donc 4 trimestres dans l'année, car son salaire est supérieur au montant minimal de 7 128 € en 2025, en dessous duquel on ne valide pas 4 trimestres sur l'année. Et en plus de ces 4 trimestres, elle obtient des points Agirc Arrco. En 2025, ce salaire lui permettrait d'accumuler environ 110 points Agirc Arrco sur l'année. La valeur de service du point est fixée à l'heure actuelle à 1,44 € aujourd'hui, ce qui veut dire que sur 2025, sur la totalité de ses cotisations, Emma aura accumulé l'équivalent d'une pension annuelle de 158 €, soit 13 € par mois. Chaque année travaillée à ce niveau de salaire pour Emma va donc augmenter sa retraite complémentaire de 158 € par an. Si Emma maintient donc ce niveau de salaire tout au long de sa carrière, 43 ans cotisés, elle bénéficie ainsi d'une retraite annuelle d'environ 24 800 € qui serait composée de 18 000 € de retraite de base et de 6 811 € de retraite complémentaire. Mais attention, ces calculs sont faits aujourd'hui, les valeurs peuvent évoluer et les points ne garantissent pas une pension fixe. Ils sont en effet revalorisés chaque année et peuvent être gelés, voire limités, si le régime est déficitaire. De même, le système de calcul de la retraite de base peut aussi être modifié, ainsi que, par exemple, la durée nécessaire de cotisation. Dernier point important à garder en tête, le système de retraite par répartition n'est pas neutre, il est redistributif. Cela signifie que certaines catégories de personnes touchent proportionnellement plus qu'elles n'ont cotisé. Par exemple, notamment les personnes avec des faibles salaires, des carrières hachées ou qui ont eu des enfants, notamment grâce au trimestre gratuit lié à la maternité ou à l'adoption. A l'inverse, les hauts revenus voient, eux, leur pension plafonnée. Au régime de base, on ne valide des droits que jusqu'au plafond annuel de la sécurité sociale, le PASS ou le PASS, qui est de 3 925 € par mois en 2025. Au-delà, seule la partie complémentaire joue, et encore dans des limites. En effet, le taux utilisé pour calculer les cotisations Agirc Arrco n'est pas le même que celui utilisé pour calculer le nombre de points obtenus. Par exemple, jusqu'au PASS, le plafond annuel de la sécurité sociale, soit 3 925 € par mois ou 47 100 € par an en 2025, vous cotisez à hauteur de 7,87% pour l'Agirc Arrco. Mais en fait, vous n'obtenez des points qu'à hauteur de 6,20%. En clair, vous surcotisez de 27%, ce qui vient alimenter ce qu'on appelle pudiquement des contributions d'équilibre. En clair, le système prend l'eau, donc on est obligé de vous faire payer plus que les droits que vous ouvrez réellement. Alors là, j'ai donné l'exemple pour les cotisations jusqu'au plafond annuel de la sécurité sociale, car en fait, le calcul des cotisations a des systèmes de tranches. Mais cela est vrai également au-delà de ce plafond, et en fait, cela reste vrai tant que vos revenus ne dépassent pas 8 fois le PASS, soit 376 800 € par an, plafond au-delà duquel vous ne cotiserez plus à l'Agirc Arrco. Cela fait partie de la logique de solidarité intrinsèque à ce régime de retraite, mais cela peut être perçu comme une limite à la rentabilité pour certains profils, notamment pour les cadres supérieurs ou les personnes avec des hauts revenus. On va d'ailleurs faire une comparaison en fin de vidéo sur le modèle par capitalisation et par répartition pour vous montrer la différence. Alors si cette vidéo vous interroge et que peut-être que vous avez des doutes ou que vous souhaitez affiner votre stratégie pour votre départ à la retraite, n'oubliez pas que vous pouvez prendre rendez-vous avec l'un de nos conseillers, ces rendez-vous sont gratuits et vous pouvez également avoir accès à tous nos outils. Les liens sont dans la description. Alors, depuis sa création, notre système de retraite n'a cessé d'évoluer, comme vous l'avez sûrement remarqué. Et pour cause, il doit s'adapter en permanence à une réalité économique, démographique et budgétaire
mouvante. On l'a rappelé, de nombreux facteurs viennent impacter l'équilibre du système. Alors, pour mieux comprendre ce qui a changé, on va balayer ensemble les principales réformes et ce qu'elles ont impliqué pour les cotisants comme pour les retraités. 1981-1983, réforme Mitterrand, l'une des plus emblématiques. À son arrivée au pouvoir, Mitterrand frappe très fort. Abaissement de l'âge légal de la retraite de 65 ans à 60 ans, une baisse de 5 ans mise en œuvre dès 1983. Augmentation importante du minimum vieillesse. Et enfin, introduction dans le droit de l'indexation des retraites sur les salaires, ce qui est plus favorable aux retraités qu'une indexation sur les prix, comme par exemple l'inflation. Mais ces réformes vont rapidement être confrontées à des difficultés économiques. Dès 1983, on parle du fameux tournant de la rigueur pour le mandat de François Mitterrand et de nombreuses réformes vont suivre pour tenter d'équilibrer le système de retraite, fortement mis à mal par la baisse de l'âge légal dans un contexte de vieillissement général de la population. 42 ans plus tard, en 2025, l'âge légal de départ à la retraite n'est toujours pas revenu à 65 ans. 1993, réforme Balladur. 10 ans après le passage à 60 ans, cette réforme tente déjà d'endiguer les pertes du régime. Avant cette réforme, le calcul de la pension se faisait sur les 10 meilleures années de salaire. Dès 1993, on passe progressivement à 25 années. Un changement énorme car ça réduit mécaniquement le montant des pensions. Effectivement, la moyenne des 25 meilleures années est évidemment moins bonne que la moyenne des 10 meilleures années. Par ailleurs, la durée de cotisation passe de 37,5 annuités à 40 annuités afin d'avoir le droit d'obtenir une retraite à taux plein. 2003, réforme Fillon. Les choses continuent à se durcir. On décide que la durée de cotisation devra encore augmenter progressivement pour tenir compte de l'allongement de la durée de vie. Elle doit donc passer de 41 ans en 2012 à 42. Autre nouveauté, les pensions ne seront désormais plus revalorisées en fonction des salaires, comme cela a donc été introduit par Mitterrand, on vient de le voir, mais en fonction de l'inflation. C'est donc une manière de freiner la hausse du niveau des retraites, je vous l'ai expliqué. L'indexation sur l'inflation est plutôt moins avantageuse que l'indexation sur les salaires. 2010, réforme Woerth. Cette fois, c'est l'âge légal qui va donc bouger. Il va monter de 60 ans, introduit donc par Mitterrand, à 62 ans, avec un relèvement progressif sur plusieurs années. 2014, réforme Touraine. Alors dans cette réforme, on acte que l'objectif est donc d'atteindre 43 années de cotisation pour les générations qui sont nées après 1973. C'est un petit peu, on va dire, l'embryon de la dernière réforme. 2023, réforme Borne, celle que vous connaissez probablement tous, la dernière en date, celle où l'âge légal passe désormais à 64 ans. C'est un tournant qui a suscité une contestation massive, qui continue d'ailleurs à être contestée avec de nombreux partis politiques qui continuent à promettre le retour à 62 ans. Mais en fait, du point de vue des finances publiques, c'est une tentative d'équilibrage qui paraît relativement inévitable au regard de l'accroissement du déficit du système général et des régimes spéciaux. Alors, ces réformes ont toutes eu un objectif qui est clair et assumé, finalement, à assurer la soutenabilité financière du système et donc sa pérennité. Mais elles ont aussi eu une conséquence directe qui est la réduction du fameux taux de remplacement. Le taux de remplacement, c'est le montant de la pension que vous percevez par rapport à votre dernier salaire. Donc, si par exemple vous aviez un taux de remplacement de 100%, eh bien, ça veut dire que votre pension est égale au dernier salaire que vous aviez touché. Cette baisse n'est pas qu'une impression que vous pouvez entendre d'après certains jeunes retraités, c'est en fait une réalité statistique. Pour un cadre supérieur, le taux de remplacement qui pouvait être de 60, parfois même jusqu'à 75% dans les années 80, tourne aujourd'hui plutôt autour de 50 à 55%. D'ailleurs, on va vous faire un calcul et une comparaison chiffrée entre un système donc par répartition avec ce que vous pourriez obtenir en capitalisant par vous-même. Alors, on a vu désormais comment fonctionne le système de retraite, les évolutions qui ont pu se produire au fil des années, mais finalement, la question qui nous taraude tous aujourd'hui, surtout en ces temps de contraintes budgétaires, est-ce que ce système est durable? L'un des plus gros enjeux pour le système de retraite, c'est le défi démographique. Pour rappel, en 2000, on avait environ 2,1 actifs pour un retraité, donc 2,1 personnes qui pouvaient payer les pensions d'un retraité. En 2025, ce chiffre est tombé à 1,7 et en 2070, on devrait tomber à 1,3 selon l'INSEE. Cela signifie que quasiment un actif devra subvenir à un retraité. Moins d'actifs, c'est totalement mécanique, ça veut dire obligatoirement moins de cotisations et donc à droit constant et à taux de cotisation constant, un déficit qui va s'aggraver. Alors vous avez probablement entendu parler du COR, le Conseil d'orientation des retraites. Eh bien celui-ci estime que malgré la réforme de 2023, qui est pourtant déjà très vivement contestée, le système pourrait rester déficitaire à hauteur de 0,3 à 0,8% du PIB chaque année. Alors, ce n'est pas un effondrement, mais c'est un véritable déséquilibre structurel qui met en péril ce système de retraite par répartition. D'ailleurs, des voix de plus en plus nombreuses viennent
contester les chiffres officiels du COR, le Conseil d'orientation des retraites, pour révéler un déficit qui pourrait être bien plus important que celui qui est annoncé par la communication officielle. Notamment, vous avez peut-être vu des interventions de Jean-Pascal Beaufray, ancien directeur général des impôts, qui mène ses critiques en présentant un déficit réel de plus de 60 milliards, camouflé par un équilibrage comptable au travers de transferts et de subventions de l'État. Notamment, un des éléments qui est mis en avant, c'est le fait qu'en fin de compte, on a des niveaux de cotisation qui sont excessivement élevés, notamment dans la fonction publique, et qui viennent gonfler le budget des ministères, alors qu'une partie, finalement, de ce budget des ministères part dans les retraites. Alors, si on raisonne comme un investisseur, on peut estimer qu'un système de retraite doit avoir un rendement. Et ce rendement a plutôt tendance à baisser. Vous cotisez plus longtemps pour une pension qui démarre plus tard et qui est souvent moins généreuse. De plus, l'espérance de vie a plutôt cessé d'augmenter et donc vous ne pouvez pas espérer finalement en profiter plus longtemps qu'avant. Dernier risque, qui à mon avis n'est pas des moindres, il y a une véritable incertitude permanente sur le système des retraites. Chaque génération a vécu sa réforme, on l'a vu en faisant un petit peu cette liste. Tous les 5 à 10 ans, on a des nouveautés sur le système des retraites, ce qui entretient un stress et une anxiété énormes, notamment pour les gens qui sont proches du départ à la retraite et qui finalement ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés. Vous l'attendiez tous, c'est le moment, la partie cruciale, la comparaison retraite par répartition avec retraite par capitalisation. Pour rappel, c'est un principe un peu plus simple finalement. Vous épargnez pour vous-même. Donc chaque mois, vous allez placer une somme, vous allez l'investir, celle-ci va bénéficier des fameux intérêts composés, le capital fructifie. Et au moment de la retraite, soit vous percevez ce capital et puis par exemple, vous pourrez le consommer, soit vous allez le placer, notamment sur des actifs moins risqués qui vont générer une rente tous les mois. Plusieurs mécanismes existent pour permettre de créer une retraite par capitalisation, même en France. Vous avez notamment le PER, le plan d'épargne retraite, mais vous avez également des mécanismes comme l'assurance vie, un PEA, un compte titre, les SCPI, qui vous permettent de générer des revenus complémentaires. Les SCPI sont d'ailleurs souvent un outil plébiscité pour la retraite puisqu'elles génèrent des rentes prévisibles trimestriellement ou mensuellement. Alors on va prendre un cas relativement simple. Imaginons que vous versiez 300 € par mois pendant les 43 ans de cotisation qui sont obligatoires. On part d'un rendement moyen net relativement modeste de 5% par an, ce qui vous donne un capital final de 514 776 € pour des versements totaux de 154 800 €. Donc vous avez versé 154 800 € en tout. Et le fait que le capital ait fructifié au cours de ces 43 années, qui est évidemment très long et qui permet de bénéficier des intérêts composés, fait que votre capital final affiche une très belle plus-value pour un capital global de 1,5 million d'euros. Alors imaginons maintenant que vous choisissiez d'investir ce capital dans des actifs, on va dire, un petit peu moins risqués, donc le rendement va baisser, on va passer de 5% à un rendement de 3%, cela vous donne un rendement de 1 287 € par mois que vous pourriez toucher grâce à cet investissement initial. Alors c'est évidemment une moyenne, les marchés peuvent monter ou baisser, mais le fait que nous ayons utilisé un rendement qui n'est pas non plus très audacieux, 5%, c'est un bon rendement, mais ça n'est pas non plus incroyable. On peut voir d'autres types de placements financiers qui ont des rendements encore supérieurs. Finalement, ça reste une estimation qui, à mon avis, est assez bonne de ce que vous pourriez générer via un système par capitalisation. Alors, le calcul qui a été fait est en fait assez défavorable au système par capitalisation, puisqu'on est parti sur un investissement mensuel de 300 € par mois, alors que même au SMIC, donc le salaire minimal, les cotisations retraite pèse déjà 503 € par mois. Alors, si on reprend l'exemple d'Emma avec son salaire brut de 3 000 € par mois, ses cotisations retraite représentent 837 € par mois, soit quasiment 3 fois plus que le calcul que nous avons retenu avec 300 € par mois. Et donc, pour rappel, dans le cadre d'Emma, via le système actuel, on avait pu estimer que sa retraite annuelle serait d'environ 24 800 € par an. Alors, si on refaisait le calcul vraiment en comparaison pour Emma entre le système par répartition et le système par capitalisation, dans le système par répartition, on peut estimer qu'Emma bénéficierait d'une retraite de 24 800 € par an. Dans le système par capitalisation, Emma aurait une retraite bien plus élevée de 43 087 € par an. En fait, si on regarde le taux de rendement interne du système de retraite par répartition aujourd'hui, alors les économistes divergent un petit peu, mais les estimations tournent autour de 1% réel, donc ajusté de l'inflation. Mais en fait, certains économistes pensent que ce TRI est déjà négatif pour les générations les plus jeunes, car il ne fait que baisser, notamment du fait du changement démographique qui est en cours. C'est donc à mettre en regard avec un système par capitalisation. Donc là, on avait retenu une hypothèse de 5% nominal, c'est-à-dire avant l'inflation. On peut donc estimer que 5% nominal pourrait donner par exemple 3% réel. Donc le TRI est évidemment bien plus important dans un système par capitalisation que dans le système par répartition. Néanmoins,
il ne faut quand même pas oublier que la capitalisation, c'est certes plus de liberté et peut-être plus de taux de rendement, mais c'est aussi plus de responsabilité et de stress. Il faut choisir ses supports, surveiller ses frais, gérer le risque, ne pas oublier d'investir régulièrement, mais aussi ne pas paniquer. Sur une durée de 43 ans, il est extrêmement probable que vous vivrez des crashs boursiers. Et durant ces crashs boursiers, il faut évidemment avoir la ceinture bien accrochée. Alors, quelles sont les pistes et les scénarios qui sont envisagés pour le futur de notre système de retraite? Eh bien, l'une des premières pistes, c'est d'allonger encore plus la durée de cotisation qui est aujourd'hui de 43 ans et qui pourrait augmenter dans le futur. Une autre piste, ce serait de relever davantage l'âge de départ qui est aujourd'hui à 64 ans. Pour rappel, à 64 ans, on n'est toujours pas aux fameux 65 ans qui était finalement la norme avant la réforme Mitterrand. Une autre option, c'est de fusionner tous les régimes en un seul régime universel à points et donc d'arrêter les fameux régimes spéciaux. Je vous rappelle que c'était l'option retenue initialement par Emmanuel Macron avant la crise du Covid et puis qui ensuite finalement n'a pas été reprise après. Une autre option, c'est de continuer à encourager la capitalisation privée en complément, notamment via les incitations fiscales. On pense évidemment au PER dans ce cadre. Dans tous les cas, il est de plus en plus clair pour les générations jeunes que le système de retraite que nos parents ont connu n'existera probablement pas sous sa forme actuelle pour nous. Il est donc absolument obligatoire de cesser de compter uniquement sur la répartition. La répartition peut rester un socle, une protection contre les aléas de la vie, mais pour conserver son niveau de vie à la retraite, il faut anticiper, diversifier et évidemment épargner. Alors épargner, cela veut dire comprendre les produits existants. On espère que grâce à nos différentes vidéos sur l'assurance vie, le PEA, le compte titre ordinaire, on vous aide. Optimiser la fiscalité, évidemment. Mais surtout, commencez tôt. L'impact des intérêts composés est absolument monumental et finalement, s'il n'y avait qu'un seul conseil à retenir, c'est commencer le plus tôt possible. Plus vous commencez jeune, plus l'effort à fournir est faible. C'est d'ailleurs l'un des points principaux que nous avons abordé dans une vidéo précédente avec Olivier Landrevi. Bon, cette vidéo est très dense, j'espère qu'on ne vous a pas perdu, mais pour récapituler de manière simple, si on revient sur l'historique, eh bien la répartition, c'est un choix qui a été fondé sur la solidarité, mais qui en fait faisait également face à des réalités pratiques de l'époque de l'après-guerre, et notamment le fait de vouloir donner une pension tout de suite alors que le capital n'avait pas encore été accumulé. Il a donc permis à des millions de Français d'avoir une retraite digne, alors que ceux-ci n'avaient évidemment pas participé à un système qui n'existait pas. Mais ce système montre des limites et le bateau prend l'eau. La démographie est très défavorable, le système est déficitaire, son rendement implicite est désormais en baisse. Le rôle de la capitalisation est donc de plus en plus important. Au-delà des guerres de chapelle pour savoir s'il faut un système global par répartition ou par capitalisation, l'essentiel c'est de se rappeler que dans tous les cas, il faut compléter sa retraite par répartition par un système par capitalisation. Je vous rappelle que la SCPI reste une option extrêmement prisée du fait de sa génération de revenus très régulier, tous les trimestres ou tous les mois. Alors cela suppose évidemment une prise en main individuelle, une éducation financière, c'est d'ailleurs pour ça qu'on fait toutes ces vidéos sur YouTube, et une véritable régularité dans l'épargne. Alors si vous avez 20, 30 ou 40 ans aujourd'hui, posez-vous cette question. Est-ce que votre vous du futur vous remerciera d'avoir mis en place un complément via de la capitalisation ? La réponse est obligatoirement oui. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a appris des choses. Si elle vous a été utile, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce levé et à le partager en commentaire en nous posant toutes vos questions.